Je suis particulièrement heureuse d'être ici au sein de cette exposition parce que je trouve qu'elle soulève pas mal de nouvelles questions par rapport à son travail. Et donc, voilà, je suis intéressée à connaître ces réponses. J'aimerais commencer parce qu'en fait, c'est une exposition de peinture, on est dans une exposition de peinture, de tableaux. Disons que nous sommes dans une exposition de tableaux, et puis il y a une sculpture. Il y a une œuvre qui est un petit peu à part des autres. Bon. Alors que cette commode, c'est vraiment quelque chose de très surprenant, et d'autant plus surprenant que je feuilletais là en venant dans le train un catalogue de ton travail, et je me disais, mais finalement, beaucoup des objets peints que tu as exposés depuis donc très, très longtemps sont des objets, soit des objets très usuels, comme la radio que tu évoquais, la première radio que tu évoquais tout à l'heure, soit, lorsqu'ils sont un peu moins usuels, c'est quand même des objets assez simples souvent. Enfin, ils ont un certain design moderniste très, très souvent. Enfin, tu as présenté des chaises modernistes, par exemple. Bon. J'ai peint des chaises de Eames. Voilà, par exemple. Or, là, avec cette commode, je ne sais pas, 18e, on est tout à fait dans un autre registre baroque qui est étonnant de ta part. Alors, moi, vraiment, ma question, c'est comment ton regard s'est arrêté sur cette commode ? Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Très simplement, la commode elle-même, c'est la couleur. La couleur, c'est-à-dire qu'en fait... On est peintre ou on n'est pas peintre. Hein. Voilà, alors, mais on le devient. Alors, non mais c'est ça, j'ai vu une photo très bêtement, très souvent, moi j'ai mes idées dans le journal, hein. Et donc j'ai vu une revue où il y avait cette commode, enfin pas celle-ci, mais sa cousine. Et je me suis dit, c'est très étonnant d'avoir ce meuble bleu. Et la question se pose de manière très simple, quand je peins un piano noir en noir, c'est très très logique et ça ne pose pas de problème à ceux qui le regardent. Il l'a peint en noir parce qu'il est noir. Mais une commode bleue, là on s'est dit, mais est-ce qu'il n'est pas devenu fauve d'un seul coup? Est-ce qu'il n'a pas changé, etc. Donc la question qu'on a devant cet objet bleu et blanc n'est plus du même ordre devant un piano noir et blanc. Et donc c'est ça qui a été le déclic pour moi. Et effectivement, j'étais obligé, je suis projeté dans un domaine du meuble du baroque. Et donc, il y a un côté un peu baroque, justement, dans la manière de me plonger dans un objet du passé. Je me suis intéressé à des objets du passé, mais pas pour les peindre. Et là, effectivement, mais c'est quand même très, très lié à ce domaine, à la couleur. Ça devient une sorte d'ovni, cet objet. Donc, le livre de Walt Disney me sert un peu de codex, où je puise les tableaux qui m'intéressent. Et puis, j'essaie de les faire cohabiter. Par exemple, pour cette exposition ici chez Xavier, j'ai choisi des tableaux qui pouvaient résonner entre eux. Ce n'est pas simplement, je veux dire, de les prendre tous. Donc, il faut qu'ils aient une sorte d'air de famille. Alors là, très simplement, il y a ces boules et ces points qui se répondent. Bon, c'est une façon très, très simple de mettre en scène et de concevoir une exposition. Mais les formats sont quand même très, très liés aussi au motif lui-même. Il est évident que il y a des tableaux qui ne pourraient pas faire 3 mètres de diamètre, ou celui-là qui doit faire 2 mètres 40, quelque chose comme ça. On sent très bien. Ne tiendrait pas sur un format plus grand. Mais ça, c'est un travail de peintre très traditionnel. Hein. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que, en fait, ça va devenir, d'ailleurs. Ouais. On ne sait pas comment tu vas finir. Hein. Parce que, en fait, je m'étais posé aussi la question en me disant, mais est-ce que l'échelle même dans laquelle ils sont représentés dans la vignette de la bande dessinée, est-ce que, par exemple, tu en tiens compte ou pas? Apparemment, non. Tu tiens compte? Non, parce que c'est tout le problème. C'est le contexte réel maintenant qui compte. D'accord. Parce que c'est tout le problème de ces tableaux, c'est-à-dire qu'on est sans cesse dans une incertitude de fiction et de réalité. C'est-à-dire qu'on regarde de vrais tableaux qui n'existaient pas et qui eux-mêmes ont été inspirés par les tableaux qui existaient. Parce qu'il faut savoir ça, c'est que les gens qui ont été engagés par Disney étaient de vrais artistes. Disney a embauché des artistes qui étaient assez, pas des grands arts, pas des peintres très connus, mais assez connus tout de même. Et donc,
C'est pour ça qu'ils méritaient, et je prétends qu'ils tiennent le mur, parce qu'ils ont vraiment des qualités plastiques. Et à la fois, ces tableaux ont quelque chose d'anormal. Quand on les voit, on se dit il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ces tableaux. Il y a aussi des tableaux dans Tintin, et alors, ce qui a fait... tu vois, ils sont moins intéressants que ceux de Oui, mais Mickey. tu vas voir qu'on revient à l'histoire justement de la trame, c'est que les albums d'Hergé sont trop bien imprimés, et la trame n'était pas assez forte. Ah. Donc, quand je suis tombé, on m'a offert d'ailleurs ce journal de Mickey, parce qu'au début, je pensais prendre vraiment Hergé, parce que j'étais plus, c'est comme Rolling Stone et Beatles, j'étais plus Tintin que Mickey, et quand j'étais enfant, donc je connaissais mal Mickey. Donc, on m'a offert ce journal de Mickey, et je me suis dit que là, à l'agrandissement, c'était moins bien imprimé, ce qui explique les bavures. Les bavures, quand on voit les bavures de couleur, je respecte, on peut dire je respecte les bavures, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est pour ça que ça a basculé sur Mickey et pas Hergé. Mais j'ai failli le prendre, parce qu'il y a aussi de beaux tableaux. Et Hergé aussi, on sait ça aujourd'hui, était très amateur de peinture. Bien sûr. Oui. Et pourquoi, alors, autre question, c'est à propos du fait main. Je me pose la question, pourquoi tu es un artiste célèbre, reconnu, tu pourrais faire comme certains de tes confrères, avoir des assistants qui feraient ce travail qui doit être assez fastidieux à faire, de repeindre des objets. Par exemple, j'imagine repeindre toutes les dorures de la commode, ça doit prendre du temps, ça doit être un petit peu... Oui, pas tellement. Ah bon. Moi, je m'imaginais qu'il travaillait beaucoup, mais c'est pas le cas, alors. Ouais. Non, mais ça prend pas tant. Oui. Bon, mais néanmoins, même pour ça, en fait, tu pourrais donner à faire ce travail de recouvrement par la couleur à quelqu'un d'autre. Or, c'est toujours toi qui fais... Alors, comme j'en fais... Oui, c'est toujours moi qui le fais, oui. D'abord, j'en fais pas énormément. Et puis, deuxièmement, j'ai essayé de faire ça et il n'y arrive pas. Ça me paraît bête parce que ça paraît très simple. Il n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de voir. Donc, je n'ai pas beaucoup insisté d'ailleurs. Bon. Et donc, je l'ai fait moi-même. Et je dois dire qu'en peindre ces tableaux, comme j'en fais pas énormément et que je ne fais pas que ça, effectivement, si c'était ça tous les jours, ça serait sans doute peut-être fastidieux. Mais en faire de temps en temps, ça m'amuse. En fait, peindre la commode, ça m'a plu de faire ça, vraiment. Il faut plusieurs couches, par exemple. Il faut plusieurs couches. Non, c'est one shot. Ah, d'accord. Dans le catalogue de ta récente rétrospective au Centre Pompidou, vous avez mis en exergue sur la première page une citation de toi relevée dans une interview où tu déclarais, je crois que c'était à Catherine Franblin, « Une œuvre dont on ne peut rien dire, je suis désolée, ce n'est rien. » Bon. Ouais. Alors, ce n'est pas le cas, parce que là, ça fait un moment oui, on en est bien la preuve. Ça fait une heure qu'on parle. Qu'on est en train d'en parler, mais ça m'a beaucoup intéressée, parce que c'est... Enfin, pardon, alors là, c'est peut-être par narcissisme, c'est quelque chose que je dis moi-même tout le temps. Ah ben voilà. C'est-à-dire qu'à l'encontre de cette philosophie qui voudrait que devant les œuvres d'art, on reste muet parce que leur force, leur beauté nous laisse muets et se place tout à fait au-delà du langage. Moi, je pense en revanche qu'une œuvre n'existe là aussi que parce qu'on peut la traduire dans la pensée, donc à travers le langage. Ouais. Moi, je suis tout à fait fervent de ça, parce que je crois que... mais ça, c'est souvent une mode, j'allais dire, assez française, de dire, pourtant on est très cartésien, on explique les choses, et on a souvent la tentation de se dire, c'est bien parce que je ne comprends pas. Et alors, souvent on entend ça, ça me plaît, je ne comprends pas, ça me plaît beaucoup. Et moi qui aime beaucoup les chiens, ils n'en sont même pas là. Ils comprennent des choses et ils sont capables de l'exprimer. Donc moi je trouve qu'il faut quand même s'élever un peu l'âme et l'esprit, et on doit être capable de pouvoir parler des choses sans pouvoir les déflorer. Je m'explique d'une autre manière. Si on prend l'exemple des trompe-l'œil, moi je pense que souvent
les choses sont un peu comme des trompe-l'œil. Un trompe-l'œil qui est de mauvaise qualité, une fois que tu l'as décodé, n'a plus d'intérêt. Alors que les très beaux trompe-l'œil du 18e avec des marqueteries très sophistiquées, une fois que tu les as décodés, ils sont encore plus fascinants. C'est-à-dire que moi, je pense que la manière de pouvoir commenter et de rebondir sur une œuvre, si une œuvre a la capacité, c'est ça la question au fond, a la capacité de pouvoir rebondir sur le commentaire qu'on peut en faire, ça en est d'autant que meilleur. Voilà, c'est ça que je ne sais pas si je suis très clair en parlant. Mais... Oui, enfin, moi, si je comprends ce que tu dis, c'est que, bien sûr, on décode tes œuvres en parlant, et d'ailleurs, tu nous pièges souvent à travers le langage, oui, parce que beaucoup de tes titres eux-mêmes sont, je ne sais pas si on peut dire des jeux de mots, mais en fait, sont déjà des commentaires verbaux de ça illustre de tes peintures. Oui. Et parfois même peuvent créer le déclencheur de la crise dans la perception, en fait. Oui. Quand par exemple, les objets superposés, comme je disais tout à l'heure, Lavier sur Morellet, c'est un peu ça. Est-ce que c'est Lavier, est-ce que c'est Morellet, finalement? Voilà. Et alors, est-ce que je comprends bien ce que tu disais à l'instant, en disant que c'est bien sûr à travers le langage qu'on appréhende toute la portée de tes œuvres, mais qu'en même temps, il y a une mise en échec, c'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai peut-être prononcé plusieurs fois là pendant cette discussion, si on me demande de dire est-ce que c'est du Walt Disney, est-ce que c'est du Bertrand Lavier, est-ce que c'est du jet d'encre, est-ce que c'est de la peinture, est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est un objet, est-ce que c'est un ready-made, etc. Beaucoup de ces questions restent en suspens. Oui. C'est de les multiplier, ces questions, qui fait l'intérêt du travail. Voilà, mais je pense que c'est l'œuvre, si elle n'est pas trop ratée, qui peut mettre justement en rapport et en suspension toutes ces questions-là. C'est-à-dire que si elles sont assez stridentes, assez tendues, c'est à ce prix-là, entre guillemets, que je trouve que ça peut être réussi. Ça met en tension toutes ces questions que tu évoques. Pour employer un mot un peu savant, c'est un peu des apories. On est toujours dans l'aporie. Oui, c'est-à-dire on est toujours dans une proposition dont tous les différents thèmes sont finalement difficilement conciliables. Et à la fois, ce n'est pas parce que le langage va être mis finalement en échec au bout du jeu qu'il faut s'en priver. Bien sûr. J'ai fait une œuvre il y a longtemps qui s'appelle Polish, il y a très très longtemps, qui est je peux la décrire en très peu de mots, qui est un texte qui décrit un petit objet. Qui est un petit morceau de bois avec de la couleur, etc. Et ce texte est écrit en français. De français, il est traduit en anglais, d'anglais en russe, de russe en chinois, de chinois en hébreu, etc. Et je me faisais restituer... C'est ce qui s'appelle le téléphone arabe. Voilà. Et donc, je me faisais restituer la traduction en français de cet objet, et on voyait qu'à part les dimensions qui souffraient aucune interprétation, cet objet changeait tout le temps. Et donc, ça voulait dire qu'au fond... le langage essaie de cerner la réalité, mais il y a un moment, à la fin, ça échappe. Et il y a une œuvre qui est encore plus simple, j'allais dire que ça, qui est une peinture, qui s'appelle Mandarine par Ducos et Ripollin, qui montre bien qu'avec un nom, on arrive à viser deux cibles différentes. C'est-à-dire que vous avez un tableau qui a le même nom pour deux couleurs qui sont proches, mais qui ne sont pas... Donc, qu'est-ce que c'est que cet orange ou ce mandarine ou ce rouge géranium. Donc c'est au cœur de la question. En plus, avec les noms, les dénominations des couleurs sont empruntées à la nature, donc ça donne aussi une dimension encore supplémentaire. Qu'est-ce que c'est la couleur géranium, par exemple? Quel géranium? Ben voilà, c'est ça, c'est sans fin. C'est sans fin, absolument. Et puis, oui, pardon. Oui, non, vas-y. Ça, je pense que c'est très lié, parce que moi, je n'ai pas fait les beaux-arts, ça se voit. Mais j'ai fait l'école d'horticulture, ça se voit. Bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.